Ravi de vous retrouver dans une nouvelle émission. Mon invité aujourd'hui est Marc-Antoine Pérouse de Monclos. Il est directeur de recherche à l'IRD, l'Institut de recherche pour le développement, mais il est surtout un grand spécialiste de l'Afrique et surtout du Nigeria. Bonjour Marc-Antoine. Bonjour. Comment aujourd'hui, pour essayer de donner un sens à ce qu'on observe, le Sahel aujourd'hui est vraiment dans un état, je ne dirais pas de chaos, mais d'antagonisme extrêmement fort. Comment avoir un fil conducteur devant une situation aussi erratique, aussi instable ? D'abord, il ne faut pas généraliser. Le Sahel, c'est une partie de l'Afrique. Donc, il y a quand même une Afrique qui va mieux qu'au Sahel, fort heureusement. Et même à l'intérieur du Sahel, c'est intéressant de le noter parce qu'en France, on a un entendement du mot Sahel qui est centré sur 5 pays francophones qui étaient constitutifs de ce qu'on appelle le G5, le G5 Sahel, le groupe des 5, qui combattait avec la France les groupes désignés comme terroristes. Mais le Sahel, étymologiquement, c'est la rive sud du Sahara, ça va du Cap-Vert jusqu'à la Corne de l'Afrique, en fait. Donc c'est beaucoup plus vaste que ce qu'on entend dans la parole publique en France. Et à l'intérieur de ce groupe des 5, qui donc n'est qu'une partie du Sahel, qui lui-même n'est qu'une partie de l'Afrique, il y a aussi des nuances très importantes à apporter. Effectivement, ça va très mal au Mali et au Burkina Faso. Je pense que ça va très mal aussi au Tchad. C'est un pays qui, à mon avis, va apporter de mauvaises surprises dans les années à venir. En revanche, il y a quand même des signaux positifs qui viennent de la République du Niger et de la Mauritanie également, où on voit qu'un ancien président est poursuivi pour fait de corruption. L'armée se comporte quand même de manière, ça n'a aucune commune mesure avec ce qui se passe au Mali ou au Burkina Faso. En revanche, c'est vrai, sur le Burkina et le Mali, grosse inquiétude. Prise du pouvoir par des jeunes officiers qui n'ont pas d'expérience en fait de gouvernement, qui ne se montrent pas plus professionnels que leurs prédécesseurs pour lutter contre les groupes insurrectionnels et qui continuent de tuer en toute impunité des civils, ce qui en fait aggrave le conflit. Au Burkina Faso, on va même armer des milices, donc il y a encore moins de contrôle de la puissance publique sur l'usage de la violence. Tout ça est extrêmement inquiétant. Oui. On l'a vu à travers votre première observation, vous êtes un homme de terrain et surtout de la nuance. C'est là que vous connaissez les réalités sur place. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a 2 titres, en tout cas, qui peut-être caractérisent votre travail. L'islam d'Afrique au-delà du djihad et un djihad sans foi ni loi, qui nous donne un éclairage, un décryptage de ce qu'on observe aujourd'hui. C'est-à-dire que comment aujourd'hui... Oui, alors, le dernier ouvrage, en fait, clôt une trilogie qui avait démarré avec un livre qui s'appelait « L'Afrique, nouvelle frontière du djihad », publié à la Découverte, qui traitait en fait des groupes djihadistes. Le deuxième, c'était La guerre perdue de la France au Sahel, chez Lattès, qui était sur l'opération Serval, puis Barkhane. Et le dernier, en fait, Un djihad sans foi ni loi, traite de ce qui est pour moi l'impensé de ces conflits, qui sont en fait le rôle des armées africaines. Oui. C'est-à-dire qu'on a un discours dominant, où on veut nous faire croire que les groupes insurrectionnels sur place sont résilients parce qu'ils auraient un soutien d'Al-Qaïda ou d'État islamique. Que nenni, il y a des liens très faibles en fait, avec, et puis il n'y a pas de commandement central. Donc en réalité, ces groupes sont résilients parce qu'en face, il n'y a rien. Et donc il faut s'interroger justement sur l'état de l'État en Afrique, ça c'est fondamental, pour comprendre que les armées qui sont censés combattre ces groupes, en fait, se caractérisent par une énorme corruption qui fait que les soldats sur place sont mal payés ou n'ont pas d'équipement, de l'impunité aussi. On peut tuer des civils en toute impunité, donc ça crée un sentiment de vengeance, de revanche. Et j'ai même pu m'entretenir avec d'anciens combattants de Boko Haram qui ont rejoint le groupe pour précisément échapper à une arrestation arbitraire qui se finit généralement par des tortures en prison, voire la mort. Mais tout ceci est largement ignoré. Oui. Par exemple, aujourd'hui, vous avez quand même... Qu'est-ce qui l'explique ? Eh bien, écoutez, je pense qu'il y a d'abord une espèce de doxa sur l'abomination du terrorisme qui efface tout le reste, qui efface notamment toute la subtilité des enjeux politiques de ces insurrections. Et effectivement, du coup, on a une vision très binaire où il y a les méchants, c'est les terroristes, c'est eux qui commettent les exactions, puis en face, il y a les bons. Alors, c'est un peu en train de changer au Mali, puisque la France ne coopère plus militairement. C'est toujours gênant, vous voyez, à l'Élysée, de dire que l'armée avec laquelle vous coopérez, que vous êtes censé former, commet des massacres. Donc avant, on ne le disait pas. Maintenant, on le dit beaucoup plus. C'est, voilà, ça traduit aussi la distance, la prise de distance entre le Mali et la France. Mais il n'en reste pas moins que, par exemple, il y a aussi des jeux
qui se font avec l'Afrique anglophone. Oui. Récemment, il y a eu 2 enquêtes très importantes de Reuters qui sont sorties, qui montrent que l'armée nigériane a mis en œuvre depuis 5-8 ans un programme d'avortement forcé des femmes qui étaient prises entre les mains de Boko Haram. Ils ont tué une dizaine de milliers d'enfants également. Et dans les médias français, il n'y a rien, alors que les Nations Unies demandent une enquête. Donc il y a effectivement comme ça plusieurs raisons qui peuvent expliquer pourquoi on passe sous silence les exactions des forces armées, soit parce que c'est des terrains qu'on ne connaît pas, le Nigeria anglophone, pays le plus peuplé d'Afrique, bientôt le 3e du monde, mais à peu près personne ne le sait en France, ce qui est extraordinaire. Donc il y a une méconnaissance absolue de l'Afrique de ce point de vue. Et puis d'autre part, parce qu'il y a des jeux politiques, et effectivement, quand vous formez une armée africaine, on essaye de taire un petit peu les violations des droits de l'homme commises par l'armée qui est en train d'être formée par les Occidentaux. Je pense aussi beaucoup au rôle de l'Union européenne au Mali, qui a été un désastre de ce point de vue. À travers ce que vous dites, on est loin de la sortie de crise. C'est-à-dire que les choses, vous l'avez dit vous-même, il faut beaucoup de temps, de moyens pour des réformes en profondeur. Tout à fait, parce que finalement l'enjeu c'est de construire des États. Et ça ne se fait pas en 5 ans, c'est plusieurs générations. Donc effectivement, les armées sont partie du dispositif régalien des États, mais il ne faut pas travailler que sur les armées, il y a aussi la police, la justice, les services sociaux, les services de santé. Bref, tout ceci est un chantier absolument colossal qui va durer des décennies. En même temps, j'essaie toujours de positiver. On a le temps de pouvoir s'attaquer à ça. Il faut bien, mais ce n'est pas à nous de le faire, c'est aux Africains. Oui, c'est eux qui ont la réponse entre leurs mains, la solution c'est eux qui l'ont, ce n'est pas nous. Ça va prendre du temps. Et moi je rebondis aussi quand même dans l'idée que les crises, vous savez, l'étymologie du mot crise en grec, ça renvoie aussi à l'idée d'opportunité. Et que quelque part, ces crises sont aussi un facteur de sursaut national, vous voyez, où il faut repenser le rapport entre l'État et les citoyens, le contrat social, et que ça peut être une occasion finalement de poser des socles plus solides que l'héritage postcolonial qui a fait ses preuves, en tout cas qui a passé son temps, on va dire. Voilà. Olivier Roy et d'autres avant lui, Bruno Etienne, parlaient de moderniser l'islam et islamiser la modernité. Vous dites... on a dans ce cas de figure une islamisation de la radicalité. Dans le cas de... Alors c'est plutôt Olivier Roy qui le dit que moi. Effectivement, je pense que depuis la fin de la guerre froide, c'est plus tellement de bon temps, lorsqu'on est un jeune musulman, qu'on est en colère contre des pouvoirs corrompus et impies, de se réclamer du marxisme. Donc qu'est-ce qui reste comme idéologie disponible sur le marché ? C'est ce qu'on appelle globalement le salafisme, mais qui recouvre en fait des écoles de pensée assez différentes. Il y a une espèce de discours dominant en Afrique qui est que, les groupes terroristes viendraient de ce socle salafiste, ce qui en fait est beaucoup plus compliqué que ça. Et d'autre part, l'idée selon laquelle il y a un bon islam en Afrique qui serait traditionnel et soufi, alors même que les soufis étaient l'épine dorsale doctrinale finalement des grands djihad du 19e siècle, et puis un mauvais islam qui serait importé d'Arabie Saoudite et qui aurait pour nom le salafisme. Alors, en fait, ce qu'on voit, c'est au-delà de cette opposition entre islam soufi et islam salafiste, à l'intérieur de chacune de ces mouvances, il y a énormément de conflits aussi. Donc il y a des soufis radicaux qui sont même prêts à prendre les armes, et puis il y en a d'autres qui sont quiétistes, et puis il y a des salafistes quiétistes et d'autres qui veulent se retirer complètement de la vie publique et de la vie politique, et d'autres au contraire qui sont très engagés, un peu à la mode frères musulmans, voire même qui optent pour une rébellion armée. Donc c'est beaucoup plus subtil que cette opposition simpliste entre soufis et salafistes, d'autant que la majorité des musulmans au sud du Sahara ne se reconnaissent pas dans ces étiquettes. Quand on leur demande « êtes-vous salafiste, êtes-vous soufi ?», ils disent « ni l'un ni l'autre, je suis musulman, c'est tout ». Qu'est-ce que c'est que ces catégories que l'on invente ? Au-delà de cet habillage islamique, l'islam est un prétexte très souvent. Et comment est-ce qu'aujourd'hui on a les moyens d'établir une typologie de ces groupes armés qui relèvent du banditisme, des trafics et autres. Et l'islam n'est qu'un alibi pour pouvoir donner une certaine légitimité. Alors tout est très mélangé effectivement dans ces groupes. Il y a aussi des gens qui rejoignent ces groupes pour faire de la prédation, donc des motifs purement criminels. Il n'y a pas beaucoup d'idéologie en fait quand on regarde les motivations des combattants, qu'on essaie de faire de la sociologie des combattants. Et ce qui est important de voir, c'est que l'islam est utilisé, mais ça, il y a une très vieille histoire derrière, ça ne date pas de septembre 2001. Il est utilisé, le corpus religieux, en fait, les textes sacrés sont utilisés pour légitimer l'usage de la violence, mais soit sous la forme de répression gouvernementale, soit sous une forme insurrectionnelle. C'est-à-dire que ce n'est pas
l'islam ne sert pas seulement à justifier la violence des insurgés, mais aussi la violence de l'État. Ça, c'est très important de le comprendre, parce que l'utilisation de la religion peut aller dans un sens et dans l'autre. Absolument. De la même façon que la religion peut être aussi utilisée pour être un facteur de paix, pour négocier, pour faire de la médiation. Voyez. Donc en fait, il y a des textes sacrés, et puis chacun les interprète dans le sens qui lui plaît. Et c'est là-dessus que l'islam, en quelque sorte, est manipulé par les politiques ou les insurgés. Sans se lancer dans une spéculation intellectuelle, mais est-ce que très souvent, les références, le passé nous éclairent sur le présent, et les routes du savoir, la coupure des routes du savoir, ce qu'on appelle, ce qu'on observe, la déspiritualisation de l'islam, c'est-à-dire qu'à travers un piétisme complètement dévitalisé, est-ce qu'aujourd'hui, c'est cela aussi la cause profonde de ce qu'on observe ou... Pour moi, les grands changements de l'islam en Afrique sahélienne, notamment, il y a deux choses. Il y a d'abord la sédentarisation. Ça, c'est très important. L'urbanisation, qui fait qu'on est en contact avec d'autres cultures, d'autres groupes ethniques, d'autres groupes linguistiques. Donc, il y a des mélanges, il y a du cosmopolitisme qui se fait. Peut-être, je dis peut-être parce que je trouve qu'on n'a pas encore assez de recherches à ce sujet, peut-être aussi une féminisation de l'islam. Qui veut dire ? Alors qu'il commence à y avoir, circuler des idées comme quoi certaines femmes pourraient diriger la prière en tant qu'imam, qu'elles auraient un rôle plus affirmé dans la direction religieuse de la communauté des croyants. Et puis surtout, les interactions avec l'État. Ne l'oublions pas. Au début du 19e siècle, au Sahel, c'est l'islam qui est au pouvoir avec le califat de Sokoto au Nigeria, ou bien le Massina, l'empire du Massina, ou l'empire tout couleur avec El Hadj Omar Tall entre Sénégal et Mali. Donc, à l'époque, il n'y a pas d'État au sens colonial et néocolonial que l'on a aujourd'hui. Et l'interaction entre l'islam, la communauté des croyants, et un mode de gouvernance qui, en fait, est d'essence laïque, ça aussi, c'est un changement profond. Mais moi, j'ai une vision dans la longue durée, vous voyez, et je trouve que de ce point de vue, les événements qu'on a depuis une vingtaine d'années et que l'on qualifie de terroristes au Sahel et de djihadistes, ce n'est pas un épiphénomène, mais c'est une secousse donc, dans une longue histoire où, encore une fois, l'islam a pu être utilisé pour justifier des actes violents, soit au nom du pouvoir, soit au nom des insurgés. Donc là, il y a derrière quand même une histoire très importante, puisque même les groupes djihadistes aujourd'hui, ils font référence. Ils renvoient à l'histoire glorieuse du califat de Sokoto. La Katiba Massina porte le nom de cette théocratie qui était apparue au début du 19e siècle dans le centre du Mali. Eux-mêmes, ils font de l'histoire à leur manière. Mais évidemment, tant les États et les pouvoirs politiques en place que les insurgés, en fait, récupèrent l'histoire et la mémorialisent à leur façon pour se revendiquer comme étant légitimes. Donc il y a l'histoire du djihad du 19e siècle telle qu'elle est comprise par les pouvoirs en place, telle qu'elle est instrumentalisée pour quelquefois essayer de créer un roman national. Et puis il y a l'histoire de ces mêmes djihad, telle qu'elle est comprise par les insurgés aujourd'hui, qui s'en réclament, et qui considèrent que les descendants de ces djihadistes d'autrefois ne sont plus aujourd'hui respectueux, ne sont pas les dignes héritiers de leurs prédécesseurs. Vous avez souligné la faiblesse des États. Est-ce qu'aujourd'hui, il y aura on va avoir une sorte de conquête par une sorte d'islamisation des pouvoirs parce que ce qu'on voit aujourd'hui Par ces groupes insurrectionnels, non. Je n'y crois pas. Parce qu'ils ne sont pas un discours politique assez articulé, ils n'ont pas assez de cadres. Ils arrivent. Je pense qu'il faut distinguer le fait de rendre des territoires ingouvernables du fait de tenir des territoires et de les gouverner. Ce n'est pas la même chose. Dans les groupes djihadistes de l'Afrique subsaharienne, il n'y a que les Chebabs qui ont une vraie expérience de pouvoir, d'abord à Mogadiscio, puis à Kismayo. C'est les seuls qui, effectivement, se sont rompus à l'exercice du pouvoir. AQMI, dans le nord du Mali, ils ont tenu Tombouctou pendant 6 mois. Ce n'est pas assez pour avoir fait leurs preuves, leur capacité à gérer une population. Et ils n'ont pas ni la force militaire, ni surtout l'entre-jambe politique pour s'emparer du pouvoir dans les capitales. En revanche, effectivement, les modèles anciens post-coloniaux sont en perte de vitesse. Ça me paraît clair. Donc on peut imaginer une islamisation, mais depuis les capitales, avec des gens comme l'imam Diko à Bamako. Après tout, remplacé par quoi ? Alors, non, mais après tout, vous savez, la Mauritanie est déjà une république islamique et on ne s'en porte pas plus mal. Ça ne pose pas une menace en France ou en Allemagne ou en Europe. Donc on peut imaginer qu'il y ait une forme d'islam républicain qui émerge
par défaut d'alternative, vous voyez, puisque les autres modèles, que ce soit celui du marxisme ou du nationalisme jacobin à la française avec des pouvoirs très centralisés, ces modèles ont échoué. Donc on peut très bien imaginer qu'effectivement il y aura une islamisation, mais pas forcément très profonde, vous voyez, mais en tout cas peut-être à un niveau, en tout cas au niveau des organigrammes des États. J'en tiens pour preuve d'ailleurs que l'on a créé au cours des 10 dernières années des ministères de la religion et de l'islam au Mali et au Burkina Faso, ce qui était impensable il y a encore 20 ans. Et ça ne traduit pas l'éruption du religieux. Le religieux, il a toujours été là, même aux indépendances, où les principaux partis politiques dans la zone étaient adossés à des confréries soufis. Donc le fait qu'il y ait de l'islam dans le politique, c'est vraiment pas nouveau, mais ça prend de nouvelles formes, ça effectivement. Quel est le degré de connexion avec les zones de conflit, ce qu'on voit en Afghanistan ou ailleurs? Est-ce qu'il y a des transferts, des connexions permettant au groupe de... C'est essentiellement des liens de communication, des groupes qui se revendiquent, qui d'Al-Qaïda, qui de l'État islamique, pour se rendre plus importants qu'ils ne le sont réellement, se donner une aura internationale, mais on n'observe pas d'échange de combattants, pas de transfert financier, pas d'échange d'armes, pas de colonnes de tanks qui s'élanceraient depuis Mossoul pour aller au secours des djihadistes de Boko Haram dans les marécages du lac Tchad ou bien de l'État islamique au Grand Sahara, dans les bourgoutières du delta intérieur du Niger. Non, ça n'existe pas. Vous êtes, je le disais au début, un chercheur de terrain. Et vous prenez des risques en allant dans des zones de conflit. Vous avez couvert et vous connaissez bien le Nigeria, mais on est étonné devant ce pays, cette fédération de 36 États, de 200 millions d'habitants, que Boko Haram ait pu prospérer et continuer à exister. Comment peut-on l'expliquer ? Je le disais tout à l'heure, il faut réfléchir à l'armée. C'est vraiment une armée extrêmement corrompue, qui tue des civils en toute impunité. Donc à ce moment-là, il y a des civils qui vont rejoindre les rangs du groupe, pas du tout parce qu'ils seraient convaincus par l'idéologie du groupe, mais pour se protéger. Il y a aussi des facilités qu'offre le groupe par rapport aux rackets organisées des institutions gouvernementales au Nigeria. Donc je crois que pour comprendre pourquoi le groupe est résilient, il faut regarder la profonde corruption des élites et donc de l'armée aussi. Et comprendre aussi comment ces élites sont très discréditées dans la population. Pour autant, Boko Haram ne fournit pas un modèle politique alternatif, pas du tout. Je pense pas, ils n'auront jamais la capacité à s'emparer du pouvoir à Abuja. Il faut arrêter de rêver de ce point de vue. Il ne faut pas raconter des histoires juste pour vendre des histoires. Et là, je déplore aussi un peu une mise en scène, une dramaturgie, vous voyez, un peu exagérée quand même de la menace que fait peser Boko Haram. On aime bien les dramaturgies pour... Oui, le storytelling, c'est très important, je sais bien, il faut vendre, mais bon, là, il ne faut pas... Par contre, c'est un groupe résilient qui est en train de s'enraciner dans des zones rurales où l'État a toujours été très peu présent. Et donc, effectivement, là, on est plutôt parti sur des conflits qui vont durer. Vous avez écrit Une guerre perdue, la France au Sahel en 2020, mais on aimerait bien avoir... parce que la France, son destin est très lié à l'Afrique. C'est-à-dire que comment cette relation qui semble aujourd'hui bien abîmée à cause de beaucoup d'altérations en termes d'image et surtout d'action, comment peut-on imaginer rétablir cette relation où... si je savais comment rétablir la relation, je serais sûrement à la tête de la cellule Afrique de l'Élysée, vous savez. Non, j'ai pas de solution. Il faut voir qu'il y a quand même une tendance lourde. Depuis les indépendances, la présence des Français en Afrique ne cesse de diminuer, les parts de marché ne cessent de diminuer, les effectifs des militaires stationnés en Afrique au sud du Sahara ne cessent de diminuer également. Donc ça, c'est une tendance lourde. Je ne pense pas qu'on pourra l'enrayer, on est dans un monde multipolaire. Oui. Après, dans le cas du Sahel, qui encore une fois est une petite partie de l'Afrique, il y a effectivement en ce moment au Mali et au Burkina Faso un ressenti très fort contre l'ex-puissance coloniale. Il n'y a pas besoin des Russes. Alors, les Russes peuvent évidemment mettre de l'huile sur le feu parce que ça va dans leurs intérêts, effectivement, de voir qu'il y a un rejet de l'ancienne puissance coloniale. Mais il n'y a pas eu besoin de ça. Et je pense qu'il y a deux phénomènes qui se sont conjugués avec l'intervention militaire de Serval puis de Barkhane. La première, c'est une immense frustration. Parce que pour des Africains qui sont indépendants depuis 60 ans, faire appel à l'ancienne puissance coloniale pour, entre guillemets, les sauver, c'est quand même humiliant. Et puis, une frustration du fait que ça ne marchait pas. C'est-à-dire que 8 ans après, Barkhane n'avait pas permis de débarrasser le Mali du fléau terroriste
en sachant qu'en plus, à Bamako, le terroriste ne désigne pas forcément la même chose qu'à l'Élysée. Pour l'Élysée, le terroriste, c'est essentiellement Al-Qaïda au Maghreb islamique, ou quel que soit le nom qu'on veut lui donner aujourd'hui, alors qu'à Bamako, c'est d'abord les séparatistes touaregs. Donc déjà, dès le départ, il y avait ce hiatus qui ne s'est pas amélioré avec le temps, et puis vous rajoutez une troisième dimension à ça, qui est la durée. Alors ça, ce n'est pas du tout spécifique à la France, mais c'est connu, quand vous envoyez des forces militaires pour intervenir dans un pays en crise, vous pouvez être applaudi au tout début, mais plus ça s'éternise, plus les forces de libération sont perçues comme des forces d'occupation. C'est exactement ce qui s'est passé au Sahel. Est-ce que vous avez l'impression qu'il y a une prise de conscience pour changer le logiciel, pour aller vers quelque chose? Parce qu'on n'a pas l'impression que... Oui, on n'a pas l'impression que l'Élysée prend vraiment la mesure, si j'en crois en tout cas les déclarations officielles qui mettent tout sur le compte des Russes. Et encore une fois, il n'y a pas besoin des Russes pour qu'il y ait un ressenti des Africains contre la France. Ça se joue aussi sur la question migratoire. C'est très difficile d'obtenir un visa Schengen. C'est humiliant. Il y a aussi des rétorsions, moi-même, pour obtenir des visas. Maintenant, ça devient de plus en plus compliqué pour aller sur l'Afrique. Donc, il y a tout ça qui s'accumule. Et je ne suis pas sûr qu'on ait vraiment pris la mesure. Alors, on fait une petite fondation en Afrique du Sud pour dire qu'on convie des Africains à venir réfléchir à l'avenir de la France en Afrique. Mais ça ne va pas enrayer la tendance lourde qui est que, de toute façon, la France perd des parts de marché, que sa présence est de plus en plus faible sur le continent. Ça me paraît être une tendance très, très lourde et affirmée pour les années à venir. Aujourd'hui, on voit avec la guerre de l'Ukraine que le monde a changé de paradigme. Est-ce que l'Afrique va être vraiment l'enjeu de cette bataille, de cette rivalité et de ces antagonismes, parce qu'on mène la guerre par d'autres moyens? Non, je pense que la guerre en Ukraine, l'enjeu, il est d'abord en Europe, soyons clairs. Alors, il y aura un jeu collatéral qui va se jouer autour de l'Afrique. C'est justement sur ce... Voilà, qui réhabilite l'Afrique comme étant un enjeu de compétition. De la même façon que du temps de la guerre froide, il y avait les Russes et les Américains qui se disputaient pour avoir des alliés en Afrique, la France pour avoir des voies de soutien aux Nations Unies, et puis avec la lutte contre le terrorisme, effectivement, l'idée d'avoir des alliés pour lutter contre des groupes djihadistes. Tout ça réhabilite à chaque fois l'Afrique, non seulement en termes politiques et diplomatiques, mais également comme terre riche en ressources naturelles qui reste indispensable pour le fonctionnement des industries qui aujourd'hui sont très largement délocalisées, entre nous soit dit. Voilà. Et en filigrane par rapport à cette conflictualité africaine, comment vous voyez les acteurs comme la Chine, la Russie, par rapport à cette donne? Alors, je ne pense vraiment pas que la Russie va intervenir militairement au Mali. Vu la situation actuelle, l'armée russe est bien occupée à autre chose. Donc en revanche, ils vont utiliser le Mali dans un jeu diplomatique à l'international, c'est clair. Ils sont en train de le faire aujourd'hui sur le Burkina Faso. Mais leur investissement, qu'il soit d'ordre économique, politique ou militaire, n'ira pas beaucoup plus loin. Parce que ce n'est pas des zones économiquement importante. Quand je parlais tout à l'heure des ressources de l'Afrique, elles se trouvent en République démocratique du Congo, au Nigeria, en Angola, mais pas la zone sahélienne. Un peu d'uranium, d'or ici et là, mais l'or il est exploité par les Canadiens, les Australiens, c'est pas les Français. Le pétrole au Tchad il est exploité par des Américains, des Chinois, c'est pas les Français. Et c'est pas des pays qui pèsent sur le plan économique. Donc de ce point de vue, c'est pas non plus des pays qui offrent des débouchés commerciaux. La population n'est pas solvable ou si peu. Donc c'est pas tellement là que ça va se jouer. Non, même pour la Chine. Même pour la Chine. Vous qui avez traité plusieurs sujets sur l'Afrique qui sont vraiment névralgiques, est-ce que vous croyez que dans les solutions africaines, des institutions comme l'Union africaine ou la CEDEAO, des unions régionales, peuvent vraiment évoluer et être un élément important dans cette structuration d'une nouvelle Afrique? Je vais le dire poliment, je pense que du côté de l'Union africaine ou de la CEDEAO, il y a encore une grande marge de progrès. Donc ça ne peut qu'évoluer. Mais je dois dire que si je pensais à des solutions par les Africains pour l'Afrique, je regarderais plutôt du côté des diasporas, des migrants. Je pense que là, il y a des jeux avec des migrants qui reviennent aussi dans leur pays, qui sont extrêmement importants et qui sont beaucoup plus porteurs, je trouve, de solutions concrètes qu'au niveau des institutions. Eh bien, Marc-Antoine Pérouse de Monclos, merci d'avoir été avec nous, d'avoir clarifié les enjeux d'une Afrique complexe et d'un Sahel décomposé, mais qui a besoin de sens. Merci, à très bientôt. Merci à vous. Au revoir.